Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. On va parler pendant une heure de nouvelle API qui a été publiée en version finale dans le JDK 24, donc en mars dernier, et qui s'appelle l'API Gatherer. Alors, j'ai appelé cette présentation l'API Gatherer, l'outil qui manquait à vos streams. L'API Stream, c'est l'API Stream de Java 8, qui a été publié il y a 11 ans, dont on va parler également un petit peu rapidement pour bien situer le contexte. Mon nom, c'est José. Je travaille en tant que Java Developer Advocate chez Oracle. J'ai toujours un compte Twitter, mais que je n'utilise plus depuis quelques mois, pour des raisons assez évidentes, je pense. Donc maintenant, si vous voulez poser des questions, interagir, vous pouvez me contacter sur Blue Sky. Et puis, si vous suivez ce QR code, ça va vous emmener vers une page GitHub avec tout un tas de liens sur du contenu que je publie sur le net au sujet de la plateforme Java. Il y a notamment des liens vers des labs qui ont été donnés dans les différentes conférences ces dernières semaines et ces derniers mois, notamment sur le projet Loom, donc les threads virtuels, et puis sur le Data Oriented Programming. J'en ferai peut-être un sur les gatherers dans le futur, c'est en projet, mais pour l'instant, il n'y en a pas. J'aimerais également faire un petit focus sur le site dev.java, qui est le site que l'on entretient avec l'équipe des Java Developer Advocate, et qui contient tout un tas de documentation sur la plateforme Java. Dev.java a une particularité, c'est que la documentation qui s'y trouve est relue par les gens qui font les API Java, puisque ce sont les gens du Java Platform Group qui s'occupent de ce site web. Dans l'équipe, on publie également un certain nombre de vidéos sur YouTube, donc je vous invite à visiter youtube.com/java. Vous y trouverez par exemple Inside Java Newscast, qui est une série de vidéos en général assez courtes, 10-15 minutes, publiées à peu près toutes les 2 semaines et qui vous donne les informations sur ce qui se passe dans l'univers Java. Vous avez également une série de vidéos sur Java 21, qui commence à dater un peu, qui a presque 2 ans maintenant, qui s'appelle Road to 21. En septembre prochain, on aura une nouvelle LTS, Java 25, donc vous aurez probablement une série de vidéos Road to 25, donc je vous invite à vous intéresser, à vous abonner éventuellement pour ne pas louper cette vidéo-là. Et puis si vous n'aimez pas les vidéos, on publie également des podcasts qui sont des interviews des acteurs techniques de la plateforme Java. Et puis personnellement, je m'occupe de 2 séries. Une série qui s'appelle le Jeb Café. Et puis j'ai une série de shorts également. Il y en a à peu près 250 sur différentes fonctionnalités de la plateforme. Les gatherers, qu'est-ce que c'est? Premier point, c'est une JEP, la JEP 485, que je vous invite à aller lire. Une JEP, c'est pas un document de spécification, le genre de document très difficile et très aride à lire. Une JEP, c'est vraiment un document dont le but est d'être lu par les gens qui veulent en apprendre plus sur la fonctionnalité que la JEP décrit, que ce soit une fonctionnalité du langage ou une fonctionnalité des API. C'est vraiment un document qui se veut pédagogique, lisible, avec des exemples, avec des patterns de code et avec des recommandations sur la façon d'utiliser les fonctionnalités décrites. Donc vous en avez une sur la Stream Gatherer que je vous invite à lire si vous voulez plus de documentation. Et puis sur le site dev.java, j'ai publié une page spécifiquement sur l'API Gatherer qui a été relue par Victor Klang, qui est la personne qui a fait l'API. Donc a priori techniquement, il ne devrait pas trop y avoir de bêtises dedans. Et puis comme c'est une page récente du site, on a également fait une expérimentation. On a intégré tous les exemples qui se trouvent dans cette page, et il y en a une vingtaine, avec ce qu'on appelle le Java Playground. C'est-à-dire que les exemples de cette page, vous pouvez les exécuter en appuyant sur le bouton Run que vous voyez, et vous pouvez également éditer ces exemples et les exécuter à nouveau pour voir un peu ce que ça peut donner. Ça, c'est intéressant, ça tourne dans le cloud, donc vous n'avez rien à installer sur votre machine, vous n'avez pas besoin d'une installation Java, par exemple, pour exécuter ces exemples-là. Ça, c'est vraiment très bien. Et puis, dernier point de référence, on a également une vidéo de Victor Klang qui a été enregistrée à Java One, donc ça, c'était en mars 2025, spécifiquement sur les gatherers que vous pouvez regarder. Le lien se trouve ici. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? D'abord, l'API Gatherer, elle travaille avec l'API Stream, même si dans son design, elle est indépendante des streams. Qu'est-ce que c'est qu'un stream? On va commencer par un petit peu de contexte. Réponse courte, c'est une API qui a été diffusée dans sa première version dans le JDK 8. Il y a eu plusieurs évolutions depuis, bien évidemment. Un stream, c'est une interface qui modélise un objet qu'il faut connecter à une source de données. Typiquement, une source de données, c'est une collection, donc une structure en mémoire, mais ça peut être tout à fait autre chose. Ça peut être les lignes d'un fichier,
ça peut être issu d'une expression régulière qui va découper un texte, par exemple, en éléments, qui vont être les éléments du stream. Ça peut également être issu d'un générateur de nombres ou de chaînes de caractères aléatoires. Deuxièmement, un stream, ça définit deux types d'opérations, des opérations intermédiaires et des opérations terminales. Qu'est-ce que tu sais qu'une opération sur un stream? C'est juste une méthode sur l'interface stream. Si cette méthode retourne un autre stream, alors il s'agit d'une opération intermédiaire. Si cette méthode retourne autre chose qu'un autre stream, alors il s'agit d'une opération terminale. Cette autre chose, ça peut être void, ça peut être un nombre, n'importe quel type d'objet, ça peut être un optional également. Dès l'instant que c'est un stream, c'est une opération intermédiaire. Si c'est pas un stream, c'est une opération terminale. Quelques exemples d'opérations terminales. La méthode reduce, en général, on ne l'utilise pas beaucoup, mais il n'empêche qu'elle est là. Les méthodes find first et find any. Ces méthodes-là, find first et find any, elles n'ont pas besoin de consommer tous les éléments du stream pour pouvoir produire un résultat, alors que reduce a besoin de consommer tous ces éléments. Une des opérations qui n'est pas en Java 8 mais qui a été ajoutée depuis, c'est la méthode toList qui vous produit des listes qui sont non modifiables directement à partir des éléments de votre stream. Et puis vous avez une méthode collect qui est assez intéressante parce que cette méthode collect, elle prend un collector en paramètre, collector que vous pouvez particulariser pour pouvoir en fait créer les opérations terminales dont vous avez besoin. Et cette API collector, si j'en parle, c'est qu'en fait, il y a des similarités entre les collectors et les gatherers qu'on va également voir. Un collector, c'est quelque chose qui vous permet de particulariser votre réduction. On parle de réduction dans un container mutable. Et typiquement, ce container mutable, ça va être une liste, EureList, ou une table de hachage. Ça peut être également d'autres choses, ça peut être en fait ce que vous voulez, puisque vous pouvez créer vos propres collectors. Et puis dans les opérations intermédiaires, on a toute une collection également. Là, j'en cite 4, map, filter, flatMap, qui va, à partir d'un élément, pouvoir retourner autant d'éléments qu'on veut, entre 0 et n, et mapMulti, qui ne fait pas partie des opérations intermédiaires originelles de l'API Stream, qui a été ajoutée depuis, et qui joue un peu le même rôle que flatMap. La différence principale entre mapMulti et flatMap, c'est que mapMulti peut faire un flatMap, mais sans créer de stream intermédiaire, qui vont juste être ouverts directement après, comme c'est le cas pour flatMap. Et puis vous avez des méthodes comme limit et dropWhile qui, elles, vont pouvoir interrompre le stream que vous êtes en train de consommer. Donc vous avez votre méthode intermédiaire qui consomme les objets de votre source, et puis la méthode limit va dire, à partir de 5, je m'arrête, et le reste du stream, il faut qu'il se débrouille, il va falloir qu'il crée un résultat avec uniquement ces 5 éléments. dropWhile fait un peu le même genre de choses, sauf que dropWhile va dire, je vais jeter les premiers éléments que je rencontre, jusqu'à ce que le prédicat que je prends en paramètre devient vrai, auquel cas je vais ouvrir la porte et laisser les éléments passer. Vous avez deux autres méthodes, skip et takewhile, qui sont un peu miroirs de ces deux-là. Vous avez encore deux autres méthodes, distinct et sorted, qui sont assez intéressantes. Distinct va consommer les éléments et ne va les laisser passer que s'ils n'ont jamais été vus. Donc si vous voyez un élément pour la deuxième fois, ce deuxième élément ne va pas être poussé vers le downstream. Sorted, lui, il est encore un peu plus radical, il va pousser les éléments vers le downstream, trier. Mais pour pouvoir les trier, il a besoin de voir l'intégralité des éléments qui vont être produits par la source. Donc sorted, c'est une méthode qui ne produit rien tant qu'elle n'a pas vu l'intégralité des éléments produits par la source. Et la différence principale entre les opérations intermédiaires et les opérations terminales, c'est qu'on n'a pas de moyen de créer nos propres opérations intermédiaires avec une méthode qui ressemblerait à collect. Pour les opérations terminales, on a collect, à laquelle on peut passer un collector. Pour les opérations intermédiaires, on n'a rien. Et c'est précisément ce que l'API Gatherer va nous apporter. L'API Gatherer, elle nous donne le moyen de particulariser, de créer nos propres opérations intermédiaires. Alors techniquement, l'API Gatherer, elle est composée de quoi? Elle est composée de 3 éléments principaux. Le premier, c'est une interface. Alors en fait, il y en a un peu plus, et on va les voir. Mais pour l'instant, on va se dire qu'il n'y a que l'interface Gatherer qui compte vraiment. Et cette interface, elle est paramétrée par 3 types, T, A et R. Un peu comme l'API Collector, qui est paramétrée par les 3 mêmes types. Et puis on a une méthode intermédiaire sur l'interface Stream, qui s'appelle Gather, et qui prend un Gatherer en paramètre. Et puis enfin, on a une class factory, Gatherers, avec un S, qui est un peu le pendant de la class factory Collectors, également avec un S, avec dedans des méthodes factory qui vont nous permettre de créer des gatherers prêts à l'emploi. Comparons les choses avec les collectors. J'ai un stream de T que j'appelle upstream,
qui est le stream qui va en fait pousser ces éléments vers mon gazereur. Et puis j'ai un gazereur. Ce gazereur, le premier paramètre, c'est T. Il doit correspondre aux éléments que produit le stream. Donc le premier type paramétré T, c'est le type des éléments du stream. Le deuxième type, on s'en fiche, un peu comme dans les collectors. Donc je vais le laisser en point d'interrogation. On va le voir plus tard. Et le type R, c'est en fait le type des éléments du stream que va retourner cette méthode gazer. Et là, j'ai une différence avec l'API collector. L'API collector, c'est les mêmes types paramétrés, ils ont les mêmes noms, T, point d'interrogation et R. Mais la différence, c'est que si je fais upstream.collect et que je passe ce collector, là, mon résultat, il n'a pas le type stream de R, mais il a le type R directement. Donc ce type R, il n'a pas exactement le même statut dans l'API gazerer et dans l'API collector. Et ça vient du fait que la méthode gazer, c'est une méthode intermédiaire, alors que la méthode collect, c'est une méthode terminale. Alors on va passer dans l'IDE et on va voir un peu comment tout ça fonctionne. Ici, j'ai l'interface gazerer. Je peux aller les visiter. Vous voyez que c'est une interface TAR. Et cette interface, en fait, si je cherche un petit peu, elle n'a qu'une seule méthode intermédiaire qui s'appelle integrator et qui retourne un integrator. Donc ça veut dire déjà que je peux implémenter un gazerer avec ce genre de choses. Voilà, je ne prends pas de paramètres et je retourne quelque chose. Et ce quelque chose, il faut que ce soit un intégrator. Qu'est-ce que c'est que cet intégrator? Je vais visiter l'interface intégrator. C'est une interface fonctionnelle également. C'est écrit ici. Et la méthode abstraite qu'il faut que j'implémente, c'est celle-là. Elle prend trois éléments, state, element et downstream, et elle retourne un booléen. Donc techniquement, je peux écrire un gazerer de la façon suivante. Je ne prends pas le paramètre en compte, ni le deuxième, ni le troisième, et je retourne true. Voilà. Ça, c'est un gazerer valide. Le compilateur veut bien le compiler. Et si je l'exécute, vous allez voir qu'il s'exécute normalement. Évidemment, pour l'instant, ce gazerer, il ne fait pas grand-chose. Et c'est un peu normal. On va voir pourquoi est-ce qu'il ne fait rien du tout. Le résultat, c'est juste une liste vide. Et il est normal que ce soit comme ça. Donc là, je vais fermer ce truc-là. Et je vais commencer à faire des choses avec mon gazerer. Mais avant, déjà, je voudrais l'écrire de façon un peu plus correcte. Parce que ce genre d'écriture-là, avec une première petite flèche et une deuxième petite flèche, je ne trouve pas ça super lisible. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a en fait une méthode factory que je vais écrire tout de suite, gazerer.off. Et là, je peux passer directement mon intégrateur en paramètre. Donc ce code-là, je vais pouvoir le mettre là, point virgule, je supprime cette ligne. Et là, ce gazerer, il fait la même chose que l'autre. Mais vous voyez que je suis maintenant dans une syntaxe qui est quand même un petit peu plus lisible, un petit peu plus agréable. J'ai plus cette double flèche qui se balade. Alors, si je veux faire vraiment quelque chose avec mon gazerer, il faut que je récupère l'élément de mon stream, parce que ça, c'est l'élément de mon stream. Et puis, le dernier élément, c'est mon downstream. Et cet élément downstream, en fait, il modélise le downstream qui est après ce gazerer. Donc, le stream qui est retourné, en fait, par la méthode gazer à laquelle je passe ce gazerer. Et si je veux faire quelque chose avec ce downstream, je peux commencer par juste taper downstream.push. Voilà, élément. Ça, c'est très bien. Et ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va juste prendre l'élément que je reçois et le pousser vers le downstream. Donc maintenant, si j'exécute ce code, vous voyez que tous les éléments de mon stream ont été mis dans la liste sans se poser de questions. Ce code, il compile et ça veut dire que cette méthode push, elle retourne effectivement un booléen, comme vous pouvez le voir ici. Je vais agrandir un petit peu ça. Voilà. Avec cette méthode push, elle retourne un booléen. Et ce booléen, pour l'instant, je le retourne sans me poser de questions. Donc ça, c'est le premier pattern de base pour créer un gazerer. Vous utilisez la méthode off, qui est une méthode factory, et puis vous passez une implémentation d'un intégrator qui prend trois éléments et qui doit retourner un booléen. Et entre les deux, évidemment, vous faites ce que vous voulez. Alors, on va essayer de construire un exemple qui fait des choses. On va essayer de construire un gazerer qui fait un mapping. C'est pas très utile, ça a juste un intérêt pédagogique parce que vous avez déjà une méthode map sur l'API Stream, donc vous n'avez pas besoin de construire de gazerer pour faire ça. J'ai créé une méthode mapping ici qui prend un mapper, donc un mapper c'est juste une fonction. Ok, et là je vais l'appeler, je vais appeler mapping et puis je vais lui dire voilà string to uppercase par exemple, quelque chose comme ça. Donc ce que je voudrais c'est que mon gazerer il me mette mes chaînes de caractères en majuscules. Alors, c'est pas super intéressant de faire un gazerer pour ça, parce que vous avez déjà une méthode map sur l'API Stream, et qui fait ce travail très bien.
c'est juste un exemple. Donc ici, j'ai juste besoin de retourner un gazereur. Donc gazereur.off. Et là, je vais lui passer mon intégrateur, élément downstream, et à la limite, si je retourne vrai, là, mon truc doit déjà compiler. Et là, ce que je veux juste faire, c'est mapper mon élément et le pousser vers mon downstream. Donc, je peux faire downstream.push mapper apply element. L'autocomplétion marche plutôt pas mal sur ce truc-là. Et là, si j'exécute ce code-là, vous voyez que ma liste, elle a effectivement été mise en majuscule. Là, tout se passe bien. Je prends un élément, je le pousse vers le downstream en le transformant. Donc, j'ai pas de problème. Alors, supposons maintenant que je veuille faire un filtrage plutôt qu'un mapping. OK ? Là, je vais appeler ma méthode filtering. Je vais lui passer un prédicat. Et mon prédicat, ça va être par exemple s.length supérieur strictement à 3. Je ne veux garder que les chaînes de caractères dont la longueur est strictement supérieure à 3. Comment est-ce que je vais implémenter mon gazereur? C'est toujours le même principe. Je vais faire gazereur.off. Et puis je vais passer un intégrateur en paramètre. Et cet intégrateur, là, il va être un petit peu plus compliqué que les autres, parce qu'il va falloir que j'applique mon filtre sur mon élément. Si le test passe, à ce moment-là, je pousse mon élément et je retourne ce que me retourne le downstream. Et là, il faut que je réfléchisse au booléen qu'il faut que je retourne. Alors, l'autocomplétion m'a proposé false, je vais plutôt retourner true. Par défaut, quand vous ne savez pas quoi retourner, retournez true, ne retournez pas false. On va déjà voir comment fonctionne ce gazereur. Voilà. Donc là, il a fonctionné comme je m'y attendais. OK. Toutes les chaînes qui faisaient 3 caractères ou moins n'ont pas été transmises dans mon downstream. Alors, comment ce booléen est utilisé par l'API? Ça, c'est le code qu'on a écrit dans l'IDE. Comment est-ce que ce booléen est utilisé par l'API? Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. La première chose à comprendre, c'est qu'on peut pousser autant d'éléments qu'on veut vers un downstream, un peu comme dans un flat map. Je peux choisir d'en pousser 0, comme je peux choisir d'en pousser un certain nombre. Quand j'appelle la méthode push de mon downstream, cette méthode push me retourne elle-même un booléen. Si jamais je reçois vrai, ça veut dire que le downstream veut bien continuer à accepter des éléments. Si jamais je reçois faux, ça veut dire que mon downstream n'accepte plus d'éléments. Ça ne veut pas dire exactement ça. Ça veut dire que mon downstream ne va pas prendre en compte les éléments supplémentaires que je vais lui pousser. Et l'intégrateur que vous écrivez, il doit lui-même suivre cette règle. Si vous retournez vrai, ça veut dire que vous êtes OK pour accepter les éléments suivants qui vont vous être poussés. Si jamais vous retournez faux, ça veut dire que les éléments qui vont être poussés vers votre intégrateur ne vont plus être pris en compte. Alors dans quel cas est-ce que vous pouvez retourner faux directement par vous-même? Par exemple, quand vous faites un limit. Si vous faites limite 5 et que vous avez déjà compté 6 éléments qui vous ont été envoyés, à partir du 6e, 7e, 8e, etc., vous ne les prenez plus en compte et vous signalez ça au stream qui vous pousse vos éléments en retournant faux dans votre intégrateur. OK ? Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de retourner vrai par défaut, parce que si vous retournez faux, ça veut dire que essentiellement vous êtes en train d'interrompre le stream sur lequel vous travaillez. Si vous poussez des éléments vers un downstream qui vous a retourné faux, en fait, il ne va rien se passer. Votre downstream va vous laisser tranquille, il ne va pas vous jeter d'exception ou ce genre de choses horribles. Simplement, vous êtes en train de perdre des cycles de calcul. Vous êtes en train de traiter vos éléments, de les pousser, et ça ne sert à rien. Parce que le downstream, il est en train de vous dire « j'ai fini d'accepter tous ces éléments ». Alors, je vais retourner dans l'IDE et vous montrer une autre façon de créer cet intégrateur. Cet intégrateur ici, c'est juste une lambda, et je l'ai écrit comme ça. Mais je peux aussi passer cette lambda à une méthode factory de l'interface intégrateur qui s'appelle off de la façon suivante. Ça, c'est mon intégrateur. D'accord? Quel est l'intérêt de faire ça? Techniquement, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Et si vous regardez le code source de off, vous verrez qu'en fait, je prends juste la lambda et je la retourne telle quelle. Donc, il n'y a pas de valeur ajoutée à faire ça. La différence, c'est que vous pouvez dire à l'API des gazereurs qu'en fait, cet intégrateur, au lieu d'être un intégrateur simple, c'est un intégrateur greedy. Et ça devient intéressant de faire ça. Qu'est-ce que c'est qu'un intégrateur greedy? C'est un intégrateur qui ne décide jamais par lui-même de retourner faux. C'est un intégrateur qui va toujours retourner soit downstream.push, soit vrai systématiquement. Un intégrateur qui n'est pas greedy,
C'est un intégrateur qui peut décider lui-même de retourner faux, comme c'est le cas. Donc, il peut décider par lui-même d'interrompre le stream sur lequel il est. Et ça, l'implémentation de l'API des gazereurs peut l'utiliser pour faire des optimisations. Donc, pour avoir des gazereurs qui soient plus performants. Si cette notion de greedy vous paraît un petit peu abstraite ou un peu compliquée, c'est pas grave. Vous pouvez toujours créer vos intégrateurs dans ce sens-là. Voilà. Là, ils sont jamais greedy et ils vont marcher très bien. Vous n'aurez jamais de problème avec. Une fois que vous avez créé votre intégrateur, si vous vous rendez compte qu'il est greedy, vous pouvez le déclarer comme greedy et vous allez probablement gagner un peu en performance. Donc, à ce stade, on a vu ce que c'est que cet intégrateur. On a vu que l'intégrateur, il prend 3 paramètres, mais pour l'instant, on n'a joué qu'avec les 2 derniers paramètres de cet intégrateur, qui sont l'élément qui arrive de l'upstream et le downstream vers lequel vous pouvez choisir de pousser ou non cet élément. On va voir le flat mapping, mais on va le voir dans un instant. Avant ça, je voudrais voir un autre type de gazereur, qui est le gazereur qui va limiter les éléments de votre stream, parce que ça va nous permettre de jouer avec le premier élément de cet intégrateur. Et ce premier élément, il s'appelle state. Pour ça, on va créer un limiteur. Vous voyez, je voudrais appeler cette méthode gather avec un limiteur ici, et je voudrais que ce limiteur, il me limite le nombre d'éléments que je vais consommer sur mon stream. Donc pour ça, comment est-ce que je vais faire? Je vais toujours utiliser la même méthode, gatherer.off, et cette méthode, je vais lui passer un intégrateur, et cet intégrateur, ça va être state, element et downstream. OK. Et pour le moment, je vais juste retourner vrai. Ce que j'aimerais pouvoir, c'est compter le nombre d'éléments que j'ai vus. Et donc faire quelque chose du genre state.count ++. OK. Et puis if state.count est supérieur à une limite que je vais mettre à 3, par exemple, on va dire que c'est un long, ce count. D'accord. À ce moment-là, je vais retourner faux. Et je ne vais rien pousser. Et puis, si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, je vais retourner vrai. Et puis, je vais pousser quelque chose. Et en fait, ce vrai, ça ne va même pas être vrai comme ça. Ça va être downstream.push de element. Cet élément state, c'est en fait un état mutable que l'API va transmettre à mon intégrateur à chaque fois que cet intégrateur est appelé. Donc, à chaque fois que mon intégrateur va consommer un élément. Mais évidemment, cet élément state, j'ai besoin de l'initialiser. Et pour ça, j'ai besoin de me créer une classe state. Alors, je vais la créer comme ça. Voilà. Et puis, dans cette classe state, j'ai besoin d'un compteur. Donc, voilà. Je vais la créer comme ça. Et là, le compilateur est presque content. Et quand je vais lui dire que ce gazereur, il est séquentiel, il va être tout à fait content. Là, je suis en train de créer une classe qui est juste un wrapper sur un long. N'allez pas utiliser atomic long ou atomic integer pour faire ça. Ce serait vraiment une erreur parce que ces classes, c'est des classes qui sont concurrentes, qui vont vraiment avoir un coût dans les performances de votre application. Soit vous créez une classe, et ça peut être une classe membre, vous voyez que cette classe, je l'ai créée à l'intérieur de ma méthode main, comme ça. Ou ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser une des fonctionnalités récentes de Java qu'on appelle les types non notés. Et les types non notés, c'est quoi? C'est des trucs qui me permettent de faire ça. Là, je suis en train de créer une classe anonyme avec new object. OK. Je lui mets un champ à cette classe anonyme. Et en fait, cette classe anonyme, comme je n'écris pas son vrai type, le compilateur va créer un type qui est propre à cette classe anonyme pour ce truc. Et ce type, il va être conservé à l'intérieur de mon intégrateur. Vous voyez que ce type state, il a en fait le type classe anonyme de cette classe-là. Et je peux utiliser le champ de cette classe anonyme directement dans mon code. Donc, vous n'avez même pas besoin de créer de classe externe pour faire ce truc-là, enfin de classe explicite dans votre méthode. Par contre, ce gazereur, il est devenu séquentiel et on va voir pourquoi il est devenu séquentiel dans un instant. Et vous voyez maintenant que mon limite, il va fonctionner. Là, je vais exécuter ce code-là, qui va s'arrêter à 3 ou à 2. Il s'arrête à 3, donc je ne me suis pas trompé. OK. Et si je mets 4 ici, et que je réexécute ce code, là, il va me prendre les 4 premiers éléments de mon gazereur. Et vous voyez que ce gazereur, maintenant, il est construit sur un intégrateur qui décide lui-même de retourner faux. Donc cet intégrateur, ce n'est pas un intégrateur greedy. Ce serait une erreur d'appeler la méthode factory of greedy pour pouvoir créer cet intégrateur.
Donc ça, c'est un premier exemple de la gestion d'un état interne dans l'API des gazereurs sur l'exemple simple du limiteur. On va voir un deuxième exemple. Là, je voudrais me créer un gazereur qui va me faire un distinct. Ok ? J'ai ici un stream d'entiers aléatoires. Tous ces entiers ils sont compris entre 1 et 10, mais j'en ai 1 million. Donc si je fais un distinct, je m'attends à avoir 10 entiers dedans. Si jamais j'ai un peu de chance avec ma variable aléatoire. Je vais me créer le gazereur qui fait ça. Donc toujours pareil, gazereur. Ce gazereur, il va falloir qu'il gère un état interne. Donc je vais le créer directement séquentiel. Cet état interne, qu'est-ce que c'est? C'est une classe anonyme. J'aime bien les classes anonymes, donc je vais en créer une. New object. Et l'état interne de ce truc-là, ça va être quoi? Bah, ça va être un H7 dans lequel je vais mettre des entiers. Voilà, je vais l'appeler 7 égale new H7. Non, pas de int. Voilà. Et puis ensuite, je vais pouvoir créer mon intégrateur, state element downstream. Voilà. Ce state element downstream, si je veux vraiment savoir s'il compile ou pas, je peux directement faire un return true. Et là, mon code, à ce stade-là, il doit compiler. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je veux rajouter l'élément que je reçois dans ce set-là. Si jamais j'ai pu ajouter mon élément, ça veut dire que je ne l'avais jamais vu, donc je vais le pousser. Si jamais je ne peux pas le faire, ça veut dire que je l'ai déjà vu, et là, je ne le pousse pas. Donc, comment est-ce que je vais faire? Je vais faire if set.add de element. La méthode add, elle a le bon goût de me retourner un booléen qui est vrai si j'ai effectivement pu ajouter cet élément à ce set. Donc là, je vais rajouter state.set, comme ça, ça va mieux marcher. Et puis, si ce n'est pas le cas, là, ça veut dire que j'ai déjà vu l'élément, l'ajout de cet élément au set a échoué, donc ça veut dire que j'ai déjà vu cet élément. Je ne vais pas le pousser vers le downstream. En revanche, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je dise à mon upstream que je continue d'accepter les objets qui vont arriver. Donc là, j'ai besoin de retourner true. OK ? Si je regarde l'intégrateur que j'ai, c'est un intégrateur qui ne décide pas par lui-même de retourner faux. Donc c'est un intégrateur greedy. Si je voulais, je pourrais le déclarer comme un intégrateur greedy. Je vais exécuter ce code-là. Et vous voyez que là, j'ai bien tous mes entiers de 1 à 9. Ma variable aléatoire me génère des trucs de 1 à 10. Le 1 est inclus, le 10 est exclu. Donc tout va bien, c'est bien ce à quoi je m'attendais. Alors, je vais dupliquer ce gazereur. Et je voudrais faire un gazereur qui fait distinct et qui me fait le tri également. Et là, le fait de faire un tri, ça m'impose, comme on l'a vu dans les méthodes intermédiaires, de voir tous les éléments de mon stream avant de pouvoir pousser le premier élément de ce stream. Alors ici déjà, ça, je vais faire ça, je vais transformer ça en 7. Et là, plutôt que de prendre un H7, je vais prendre un tri 7. Ok, donc c'est quasiment le même gazereur. La différence, c'est que je ne peux pas pousser immédiatement l'élément de mon stream si je vois que je l'ai ajouté. Parce que je ne peux pas encore garantir que mon set a été trié entièrement. Mon set ne sera trié entièrement que quand j'aurai vu l'intégralité des éléments de mon stream. Donc là, tout ce que je peux faire, c'est return true, et j'ai envie de dire, c'est tout. Je ne peux rien faire tant que je n'ai pas vu tous les éléments. Donc, tant que je n'ai pas vu tous les éléments, je ne pousse rien et je dis, bah oui, continue à m'envoyer des éléments parce que moi, j'ai encore rien poussé. Je ne sais même pas si mon downstream, il est en train de me refuser quelque chose ou pas. Mais du coup, comment est-ce que ça va se passer pour pousser les éléments? Parce que une fois que j'ai vu tous les éléments, là, je ne peux plus ajouter aucun code. Je ne peux absolument plus rien faire. Et tous les éléments de mon stream, ils sont dans le set qui se trouve ici. Bah en fait, cette API gazereur, elle prévoit un troisième élément que je peux lui passer, qui est un élément de type finisher. Et ce finisher, il est appelé une fois tout à fait à la fin, une fois qu'il n'y a plus d'éléments à consommer. Alors ce finisher, il ressemble à un intégrateur. Je vais copier l'intégrateur ici. Alors, évidemment, ça ne va pas compiler, mais c'est pas grave. Sauf que des éléments, j'en ai plus à consommer. Donc là, je ne peux pas prendre d'éléments. Je prends que l'état et le downstream. Le downstream, évidemment, il est toujours là. Et puis de toute façon, après ce finisher, il n'y a rien qui va se passer. Donc, retourner vrai, c'est quelque chose qui est complètement inutile. Ok ? Ce finisher ne prend pas d'éléments et il ne retourne pas de booléen. C'est en fait un be-consumer de l'état et de mon downstream. Et là, qu'est-ce que je vais faire ? Bah, pour tous les éléments de mon state, donc state.set,
je vais les streamer. OK. Et pour chacun de ces éléments, je vais pousser cet élément vers mon downstream. Là, il faut que je corrige ce petit bug. Il faut quand même que je pense à ajouter les éléments à mon set. Et maintenant, si j'exécute ce code, vous voyez que les éléments que j'ai sont bien triés. Alors là, j'ai quand même un petit problème, c'est que le downstream.push, il me retourne un booléen et que ce booléen, je ne le prends pas en compte. Donc ça, effectivement, c'est pas terrible. Moi, j'ai pas besoin de le prendre en compte pour le retourner. J'ai juste besoin de le prendre en compte pour éviter de pousser trop d'éléments vers ce booléen. Alors, ce que je pourrais faire, c'est dire, bah, tant que l'état de mon downstream, c'est pas isRejecting, downstream, là, une méthode isRejecting qui me dit si mon downstream, il est rejecting ou pas. À ce moment-là, je vais faire le push vers ce downstream. Et ça, c'est un petit peu mieux parce qu'effectivement, dès que mon downstream va switcher son état de accepting à rejecting, bah, je vais arrêter de lui pousser des éléments. Et en fait, si vous regardez bien ces deux lignes de code, ça, je vais juste le dupliquer comme ça, et ça, je vais le commenter parce que je vais le garder sous la main. Okay. En fait, si vous regardez bien comment ce truc fonctionne, c'est un all match. C'est un all match sur downstream.push. All match, c'est quelque chose qui prend un prédicat en paramètre. Okay, donc un prédicat, ça prend un élément, ça retourne un booléen. Et effectivement, c'est exactement ce que fait downstream colon push. Et le all match, il va s'interrompre dès que le push va retourner faux. Pourquoi? Parce que all match, il n'a pas besoin d'évaluer tous les éléments du stream pour pouvoir produire un résultat. Ce all match, il prend un booléen. Là, je peux mettre booléen b égale. Je ne vais rien en faire, mais je peux le mettre dans une variable. Et dès que allMatch voit qu'au moins une valeur est fausse, à ce moment-là, il sait que le booléen est faux, et donc il ne va pas évaluer le reste. Donc en fait, écrire set.stream allMatch downstream.push, c'est équivalent à écrire takeWhile et forEach, et c'est probablement un peu plus élégant comme façon d'écrire les choses. Ça, j'en ai pas besoin, je vais mettre un underscore dessus, et voilà. Alors je vais revenir à l'état précédent, et je vais me poser une autre question. Est-ce que ce ne serait pas intéressant finalement, par exemple ici, de tester systématiquement ce downstream.push? Voilà. Si mon downstream, il est en état rejecting, à ce moment-là, je retourne faux avant de faire tous les calculs dont j'ai besoin. Le downstream, il porte un état qui s'appelle rejecting. Et ce downstream, en fait, il agit comme une porte qui peut être soit ouverte, soit fermée, de ce point de vue-là. La première chose à comprendre, c'est que ce downstream commence toujours en étant ouvert. Donc quand vous récupérez un downstream pour la première fois, le statut rejecting, il est false, et le downstream, il est ouvert. La deuxième chose à savoir, c'est qu'il ne peut commuter que de l'état ouvert vers l'état fermé. Une fois que vous avez un downstream qui est fermé, il ne va pas s'ouvrir à nouveau. Et la troisième chose, et ça je l'ai mis en gris clair, je vais vous dire pourquoi tout de suite, c'est qu'il ne peut commuter que sur un appel à push. Ça, c'est vrai pour tous les downstreams que l'API Stream elle-même va vous produire. Si vous créez vos propres downstreams ou si vous créez vos propres implémentations un peu bizarres d'Integrator, vous pouvez ne pas respecter cette règle. Mais par défaut, cette règle, elle est toujours respectée. Alors, il y a des cas dans lesquels cette règle peut ne pas être respectée. Par exemple, si vous prenez un gazereur qui va regarder une horloge et qui va s'amuser à switcher sur une horloge. Bon, c'est pas terrible de faire ça, mais ça reste possible. Et la dernière chose à faire, et on va y revenir dans un instant, un downstream, c'est pas un objet thread safe. Et ça peut vous amener des petites surprises, et on va en voir une. Donc, est-ce que ça vaut le coup de tester, avant de faire quelque chose, si mon downstream est rejecting ou pas? On va essayer de réfléchir 2 minutes à ce truc-là. Quand je suis appelé pour la première fois, isRejecting est systématiquement faux, donc je sais que je ne vais pas exécuter ce code-là. Je vais pusher quelque chose. Ici, c'est un mapper, donc je vais systématiquement pousser quelque chose vers mon downstream. Et là, j'ai deux cas. Soit le push m'a retourné vrai, donc ça veut dire que l'appel à push n'a pas fermé la porte. Okay, et donc, la prochaine fois que je vais être appelé, le isRejecting sera toujours faux. Donc, ce bloc if, il ne sera toujours pas exécuté. Et le deuxième cas, le push m'a retourné faux. Donc, dans ce cas-là, la porte s'est fermée. Mais si la porte s'est fermée, le code que j'ai écrit a lui-même retourné faux à l'upstream sur lequel mon gazereur est connecté. Et donc, dans ce cas-là, cet intégrator, il ne va plus être appelé. Il ne va plus être appelé.
Et donc la méthode isRejecting, elle ne sera plus appelée. Donc si vous écrivez ce code-là de cette façon-là, ce bloc de code, en fait, il est inutile. Il ne sera jamais appelé parce que isRejecting sera toujours faux. Dès l'instant que le reste de votre intégrateur est écrit correctement, à ce moment-là, isRejecting sera toujours faux. Si je reviens dans le code, il y a un deuxième endroit où là, c'est intéressant d'appeler le isRejecting pour voir si on a besoin de faire des choses ou pas. C'est dans le finisher. Parce que le finisher, lui, il est systématiquement appelé, quand bien même vous avez retourné faux ou vrai, en l'occurrence, ce serait plutôt faux, dans votre intégrateur. Donc si vous avez retourné faux dans votre intégrateur, ça veut dire que techniquement, il n'y a plus aucun élément qui va être poussé vers vous, et vous-même, vous ne pouvez plus pousser d'éléments vers le downstream, puisque vous avez demandé l'interruption du stream. C'est ça que ça fait, hein, le return false. Et donc, à l'intérieur du finisher, si vous essayez de faire des push vers le downstream, le downstream, il a pris ça en compte également, et lui, il est en état isRejecting. Donc si vous avez des choses importantes à faire dans le finisher, ça vaut le coup, dans le finisher, de tester si votre downstream est en état rejecting ou pas. Dans le cas qui nous intéresse ici, ce n'est pas le cas, parce que là, on a systématiquement retourné vrai, et on n'a jamais appelé le downstream. Donc ça veut dire que le downstream n'a pas pu commuter de l'état ouvert à l'état fermé. Donc quand j'arrive ici, forcément mon downstream est dans l'état ouvert. Il peut devenir dans l'état fermé dès l'instant que j'appelle push, mais ça je vais le voir parce que je suis dans un all match, et le all match il va tester ça. Dans les exemples qu'on a vus, on a vu le mapping, le filtrage, on a vu distinct, limit et puis sorted. Il y a un exemple classique qu'on n'a pas vu, c'est l'exemple du flat mapping. Et l'exemple du flat mapping, il est vraiment intéressant, donc je voudrais qu'on passe un petit peu de temps dessus. Donc ici, j'ai le même code qu'avant, j'ai une méthode qui s'appelle flat mapping, qui prend un flat mapper. Un flat mapper, c'est juste une fonction qui retourne un stream, hein. Il n'y a rien de compliqué. L'écriture est un peu compliquée parce que c'est les génériques qui la rendent compliquée, mais essentiellement, je prends des T et je retourne des streams de R, c'est tout. Et puis ici, je mets mon flat mapper à l'intérieur d'une méthode gather. Alors ici, je vais appeler flat mapping. Voilà, et je vais prendre une fonction qui va prendre une chaîne de caractères. Je voudrais en fait prendre les caractères de cette chaîne. Voilà, et les mapper map to obj caractère to string. Donc ça va me faire quelque chose qui va me retourner un stream de string. Okay, et ça va m'extraire en fait tous les caractères de mes chaînes de caractères. Alors comment est-ce que je vais m'y prendre pour faire ce truc-là? C'est un peu le même genre de choses que le mapping que j'ai fait, mixé avec le fait que je vais appeler le downstream.push plusieurs fois. D'accord? Donc je vais retourner un gatherer.off, je transporte pas d'état, donc le premier élément, j'en ai pas besoin. Je prends un élément, je vais pousser tout ça là-dedans, je vais prendre mon flat mapper, je vais l'appliquer sur mon élément, et à chaque fois que j'ai ce truc-là, je vais faire le downstream.push, et là, en fait, je suis dans la même situation que dans le finisher que j'avais sur mon triset. Plutôt que de faire un for each, je vais faire un all match. Comme ça va permettre de m'arrêter si le push se met à retourner faux. Et là, le booléen du all match, je vais pouvoir le retourner directement. Voilà. Un point virgule ici. Et maintenant, si j'exécute ce code-là, je vais mettre un distinct là, comme ça va faire un petit peu moins de caractères. Voilà. Si j'exécute ce truc-là, j'ai toutes les lettres de tous les chiffres que j'ai écrits qui s'affichent. Je peux même mettre un petit sorted si je veux. Voilà, ça va être encore plus joli. Voilà, là j'ai toutes les lettres et elles sont triées dans l'ordre alphabétique. Et en écrivant ça, ça a l'air de rien, mais j'ai écrit deux bugs. Un bug très embêtant et un deuxième bug très embêtant également. Ici, j'ai un flat mapper et ce flat mapper me retourne un stream. Et ce stream, quand je suis dans cette méthode-là, je n'ai aucune information sur la façon dont il a été ouvert. Ça peut être un stream sur absolument n'importe quoi. Là, tout va bien, j'ai fait un stream sur une collection en mémoire, donc je ne vais pas avoir de problème. Mais il se pourrait très bien que ce soit un stream ouvert sur les lignes d'un fichier, par exemple, c'est-à-dire une ressource externe à mon application. Et ce genre de ressource, il faut la fermer. L'API Stream me donne une interface qui est en base stream et qui est auto-closable. Okay, un stream, c'est quelque chose qui est auto-closable. Et ce truc auto-closable, il faut que je le prenne en compte. D'accord? Donc ce truc-là, il faut que je le mette dans une variable que je vais appeler stream. Ok, puis je vais mettre un var devant.
parce que ça va être plus simple. Et ce stream-là, il va falloir que je le ferme. Donc ce machin-là, il faut que je le mette dans un try with resource. Comme ça. Et donc quand je sortirai de ce bloc de code, le stream qui est là sera fermé, sa méthode close va être appelée. Et si c'est un stream qui est ouvert sur une ressource type fichier, files.lines par exemple, à ce moment-là, ce fichier sera correctement fermé. Il faut vraiment penser à ça, parce que si vous ne le faites pas, et que votre application tourne en 24/24/7/7, bah, au bout d'un moment, vous allez avoir des erreurs système qui vont dire « Ah, il y a trop de fichiers ouverts, je ne peux plus rien faire », et vous êtes bon pour redémarrer votre serveur. Quelque chose qu'en général, on veut éviter. Le deuxième bug, il vient du fait que cet objet downstream ici, c'est un objet extérieur à mon stream. Et il y a un principe dans l'API Stream qui est qu'il ne faut jamais faire d'effet de bord sur des objets extérieurs au stream. Et là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire un effet de bord sur un objet extérieur à mon stream. Pourquoi est-ce que c'est dangereux de faire ça? C'est dangereux de faire ça parce que mon stream, si jamais il est parallèle, ça veut dire que ces effets de bord, ils vont être exécutés de plusieurs threads à la fois. Typiquement des threads qui me permettent d'exécuter mon stream parallèle. Et si l'objet sur lequel je fais ça n'est pas thread safe, à ce moment-là, j'ai une belle race condition qui peut m'amener des choses très sympathiques comme des nuls pointeurs exception qui vont planter mon application. Et là, le stream que je récupère, il est issu du flat mapper que j'ai là. Je n'ai aucune idée de savoir s'il est parallèle ou pas. Donc si je veux me protéger, et j'ai besoin de me protéger, il faut impérativement que j'appelle la méthode sequential sur ce stream. Il y a une méthode parallèle pour faire des streams parallèles. Il y a aussi une méthode sequential qui est probablement moins utilisée pour garantir qu'un stream est bien séquentiel et n'est pas parallèle. Donc le flat mapper que vous avez là, c'est comme ça qu'il faut l'écrire. Il y a deux choses qu'il faut absolument avoir en tête. Premièrement, fermer le stream. Deuxièmement, se méfier des streams parallèles qui peuvent créer des race conditions sur votre objet downstream. Ça, c'est super important. Je voudrais revenir sur ce gatherer distinct, et vous voyez que ce gatherer distinct, on l'a écrit avec un gatherer off sequential. Off sequential, ça veut dire que c'est un gatherer qui est séquentiel. Et s'il est séquentiel, ça veut probablement dire qu'il n'est pas parallèle, et on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que ce truc n'est pas parallèle? Et qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un gatherer séquentiel? Est-ce que ça veut dire que si je le passe à un stream parallèle, je vais avoir une erreur ou quelque chose comme ça? Donc pour l'instant, on a construit nos gatherers sur trois éléments. Un initialiseur pour notre état mutable, un intégrateur, dont on sait qu'il peut être greedy ou non greedy, et un finisher qui va récupérer tous les éléments qui ont pu être laissés dans l'état pour décider comment les pousser vers le downstream sur lequel on travaille. Et puis on a vu qu'il y avait deux façons de créer des gatherers créés avec la méthode off, méthode factory, et la méthode factory off sequential. Alors première chose, l'API gatherer supporte les streams parallèles. Okay, et vous pouvez exécuter dans des streams parallèles à la fois des gatherers créés avec off, qui sont des gatherers qui supportent le parallélisme, et qui ont été créés avec off sequential, qui sont des gatherers qui ne supportent pas le parallélisme. Cela dit, qu'est-ce qui se passe? Là, il faut raisonner un petit peu, et notamment raisonner par rapport à l'état interne mutable de votre gatherer. Il y a un principe dans le fonctionnement de l'API gatherer, c'est que un objet état est créé pour chaque thread qui exécute votre gatherer. Donc quand vous êtes dans un gatherer séquentiel, il n'y en a qu'un seul, il n'y a qu'une seule instance de votre état mutable qui est créée. Mais dans un stream parallèle, vous allez avoir, ça dépend de votre CPU et de la configuration de votre application, mais typiquement une dizaine de threads qui vont exécuter les tâches de votre stream. C'est comme ça que les streams parallèles fonctionnent. Et donc, si chaque thread crée sa propre instance d'objet state, ça veut dire que vous allez vous retrouver avec une dizaine d'instances d'objet state à la fois, en parallèle dans votre application. Et ça veut dire qu'à la fin, votre gatherer, il se retrouve avec des résultats intermédiaires dans tous ces objets state. Il va falloir qu'il les combine d'une façon ou d'une autre. Donc à la fin de votre traitement, votre gatherer va avoir besoin d'un objet particulier, d'un quatrième objet qu'on appelle un combiner. Et un combiner, qu'est-ce que c'est? C'est une lambda qui prend deux instances de votre état et qui va les combiner
en une seule instance de votre état. Il y a également un objet combiner dans l'API collector, pour ceux qui connaissent un petit peu les collectors. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un thread qui exécute votre stream, qui récupère des éléments, qui pousse ces éléments vers votre intégrateur, et votre intégrateur reçoit également l'instance courante de votre état. Et à la fin, votre état, vous en faites ce que vous voulez avec votre finisher. Votre état, il peut être muté, c'est en général ce que vous faites, et donc vous allez récupérer cet état d'un élément à l'autre. Mais quand vous avez plusieurs threads qui font ça, dans un stream parallèle, là j'en ai mis 4, à la fin, vous avez besoin d'un combiner qui va combiner tous ces états. Et c'est pour ça que vous avez besoin de cette lambda que je viens de vous donner. Donc si vous le faites par exemple avec le gatherer distinct, vous avez votre initialiseur. Cet initialiseur, il n'y en a toujours qu'un seul. Il va être appelé plusieurs fois par l'API gatherer, autant de fois que vous avez de threads qui vont exécuter votre stream parallèle. Et puis vous avez votre intégrateur, et cet intégrateur, il est différent. Pourquoi? Parce que vous avez potentiellement 4 object state différents. Donc quand vous ajoutez effectivement un élément dans votre objet state, vous ne pouvez pas savoir si l'objet state qui vit dans l'autre thread à côté, lui, il n'a pas déjà vu l'élément que vous êtes en train de traiter. Okay? Donc vous ne pouvez pas pousser tout de suite vos éléments vers le downstream quand vous faites un distinct parallèle. C'est pour ça que là, l'intégrateur, ce n'est pas celui qu'on a vu dans l'IDE tout à l'heure. Et puis ensuite, vous avez votre combiner. Et le combiner, il va prendre 2 états, les combiner en un seul et le retourner. Et ça, c'est juste un add-all, et puis je retourne après cet état. Et puis à la fin, vous avez le finisher. Quand le finisher est appelé, tous vos états qui ont été créés dans les différents threads de votre stream parallèle, ils ont été combinés les uns avec les autres en un seul. Donc vous n'avez plus qu'une seule instance d'état qui a accumulé tout ce que vous avez vu dans votre traitement de stream. Et donc lui, ce finisher, c'est lui qui peut pousser tous les éléments vers le downstream. Parce que lui, comme il voit tout, il a éliminé les éventuels doublons qu'il y avait entre state 1 et state 2. Donc ça, c'est comme ça qu'un gatherer parallèle fonctionne. Un gatherer parallèle, il a besoin d'un combiner parce qu'il va se retrouver à un moment avec plusieurs instances de cet objet state. Un gatherer séquentiel, lui, il n'a pas de combiner. C'est pour ça que la méthode factory, c'est pas la même d'ailleurs. Il n'a pas de combiner. Donc il ne peut pas combiner différentes instances d'état si ces instances d'état sont créées. Donc ça veut dire qu'il doit interdire la création de ces différentes instances d'état. Mais alors qu'est-ce qui se passe si vous essayez d'exécuter un gatherer séquentiel dans un stream parallèle? Et là, il se passe quelque chose de nouveau, d'un peu magique, que l'API Stream supporte. Vous avez votre source de données, un stream parallèle, donc cette source de données elle va pousser des données dans tous les threads de votre stream parallèle, ils vont être traités en parallèle comme d'habitude, et puis à un moment vous avez un gatherer qui est un gatherer séquentiel. Là il y a une espèce de point d'arrêt dans le parallélisme du stream, tous ces streams vont se réconcilier en un seul, de façon à appeler votre gatherer séquentiel dans un thread unique. Et une fois que votre gatherer séquentiel il a terminé son traitement, ce traitement il est poussé vers un downstream qui lui-même peut être à nouveau parallèle, donc qui va à nouveau distribuer son calcul dans autant de threads que vous avez besoin. Tout ça, c'est la responsabilité du fonctionnement du Fork Join Framework. Donc, du point de vue de l'utilisateur, c'est quelque chose qui est transparent. Vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de ça. Un gatherer séquentiel, c'est quelque chose qui est exécuté à chaque instant dans un thread unique et qui ne crée qu'une seule instance de votre état. Mais par contre, quand vous regardez comment le Fork Join Framework fonctionne, vous pouvez voir que le calcul de ce gatherer séquentiel, il peut sauter d'un thread à l'autre à l'intérieur du Fork Join Framework. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, je vous invite à aller visiter le repository GitHub de Sven Voltman, qui est celui-là, je vous en donne le lien, qui est un très intéressant. Sven, il a fait plein de tests, y compris des trucs un peu graphiques, etc., pour voir comment tout ça fonctionne. Avant de conclure, je voudrais vous parler juste de cette classe factory gatherers avec un S, et je vais vous montrer le fonctionnement d'une de ces méthodes. Il y en a plusieurs, mais je vous en montrer qu'une seule. J'ai un fichier texte qui est ici, et ce fichier texte, il est regroupé 2 lignes par 2 lignes. 2 lignes, sur la première ligne d'un paquet de 2 lignes, vous avez le nom d'une ville, et sur la deuxième, vous avez la population de cette ville, et puis vous avez 10 villes qui sont là, de Tokyo à New York. Alors comment est-ce que je peux traiter ça avec le Windows Fix Gatherer? Ici, je me crée un stream sur les lignes de mon fichier texte. Donc ça, c'est déjà un stream. OK. Et je vais rassembler ces lignes avec la méthode gather.
et passer juste, et là c'est super simple, un Gatherers Windows Fix en lui disant bah, tu me prends en fait les éléments de ce stream, donc ces lignes, 2 par 2. Et tu me les mets dans une liste. Donc ça, en fait, ça me retourne un stream de listes, et chacune de ces listes fait 2 éléments. Et là, j'ai une méthode factory dans le record qui est là, qui prend juste une liste de lignes, et puis je suppose que j'ai 2 lignes en fait dans cette liste de lignes, la ligne 0 et la ligne 1. La première qui contient le nom de la ville, et le deuxième qui contient la population. Donc là, j'ai juste besoin de faire un map city column off. Voilà, je peux mettre le résultat dans une liste. Ça, c'est mon result. Var result. OK, et puis result for each system out println. Je vais exécuter ce code-là. Voilà. Et vous voyez qu'il m'a correctement lu la liste de mes villes. Donc ça, c'est le fonctionnement du Gatherer Windows Fix. J'ai un Gatherer qui fait Windows Sliding. Donc là, plutôt que de prendre des paquets de 2, il crée une fenêtre glissante en fait. Et vous voyez que le début de la fenêtre, ça va passer de 1 à 2, puis à 3, puis à 4, puis à 5. J'ai aussi une méthode scan qui fonctionne voilà, comme un scanner. J'ai une méthode fold qui me permet de faire un folding. Et puis alors j'ai une méthode qui s'appelle map concurrente qui me permet de faire un mapping. Et chaque application de ma fonction de mapping va être exécutée dans son propre thread virtuel. Et puis ce truc-là, ça prend également un autre paramètre qui s'appelle max, qui me permet de fixer le nombre maximum de threads virtuels que cette méthode map concurrente va créer. Donc si je fais un petit wrap-up là-dessus, un Gatherer c'est créé sur 4 éléments, un initialiseur, un intégrateur, un combiner et un finisher. Vous n'avez pas systématiquement besoin de ces 4 éléments, l'intégrateur peut suffire, l'initialiseur, l'intégrateur et le finisher peut suffire pour les Gatherers séquentiels. Si vous avez un Gatherer parallèle, vous avez besoin d'un combiner. Donc vous pouvez décider que votre Gatherer est parallèle ou non. Vous pouvez passer un Gatherer séquentiel, un parallèle stream, et de l'autre côté, un stream séquentiel peut aussi calculer des mappings en parallèle, ce qui est également extrêmement intéressant. Voilà ce que je voulais vous raconter sur cette API Gatherer. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, Slack, réseaux sociaux, commentaires, on essaie d'interagir. Je vous souhaite une très bonne fin de journée.